depuis que je suis petit, mon père dit que tiki, ça veut dire précieux. Et j'ai rencontré des amis qui sont issus d'îles qui m'ont dit qu'un tiki, c'était un porte-bonheur, c'est un porte-chance. Donc, je me suis un peu basé sur les deux. Je me suis dit, bon, voilà, si... D'ailleurs, je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez me fréquenter, vous allez avoir un peu la chance. Et il paraît que je suis un peu précieux. Donc... Soukou, Mangando, Île-de-France, Le Borgne, Brar, Mazuel, Belachmu, Nafikan, Damien Millet. Le patronyme est un des éléments majeurs de notre identité. Et il se trouve que nous en sommes tous pourvus, où que nous soyons et qui que nous soyons. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur ma route, ce podcast dans lequel, avec vous et quelques invités, nous abordons le sujet du patronyme, du nom de famille. Je sais que vous êtes là parce que la version vidéo vous plaît, et merci à vous. Néanmoins, je vous rappelle que le format audio existe toujours et encore, depuis quelques années d'ailleurs, et qu'il est disponible sur les plateformes de podcasting. Si vous allez l'écouter, vous tomberez inévitablement sur l'épisode enregistré avec Damien Millet. Damien est fils de vétéran de guerre, résistant, mutilé d'ailleurs, etc. Il tient son nom de ce grand-père-là. Et il estime parfois ressentir un peu de responsabilité sur ses petites épaules quant à porter ce nom-là. Il se demande s'il en est digne. Pour moi, vous le savez, un nom nous identifie. Il porte un sens, revêt une signification, détient une origine, mais surtout, avant tout, il raconte une histoire. Stéphane Tiki, qui est en face de moi, a accepté mon invitation. Il a répondu positivement à mon invitation pour pouvoir justement nous raconter son histoire à travers son nom. D'où vient-il ? Quelle est sa signification ? Quelle est son origine ? Quel est son sens ? Quelle est son histoire ? Voilà, autant de questions auxquelles nous essaierons de trouver des réponses. Bonjour Stéphane, et bienvenue dans Sur ma route. Bonjour Max, c'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui et on a pris la route ensemble, donc je suis très heureux d'être là et avec toutes ces questions, je me dis, on a des choses à dire. Mais les choses à dire vont peut-être commencer par qui tu es. Tu es directeur développement et porte-parole du groupement du patronat francophone, que je dise pas gouvernement parce que c'est pas encore le cas. Mike avait décidé que je ne devais plus avoir beaucoup d'amis et donc il m'a mis porte-parole du gouvernement à la place de monsieur Olivier Véran. Donc le peu d'amis qui me reste après ce podcast, je serais très reconnaissant. Alors rien ne nous dit que c'est le gouvernement français, c'est peut-être le gouvernement du monde, qui sait. D'accord, peut-être. Un peu d'ambition. Bah déjà, même si ça avait été gouvernement français, c'est déjà pas mal. Hein. Un bon début. Une bonne charge, mais gouvernement du monde, c'est vrai que ça, du coup, c'est un parallélisme assez intéressant parce que ça touche aussi à tout ce que je fais, puisque effectivement, comme tu l'as dit, je suis porte-parole du groupement du patronat francophone, qui est la branche économique de la francophonie, qui touche donc 88 pays. Donc c'est quand même un beau petit raccourci sur ce gouvernement du monde, puisque 88 pays, ça fait quand même beaucoup dans le monde. Et moi, mon ambition au quotidien, c'est vraiment bâtir des ponts et œuvrer pour connecter l'offre et la demande, connecter l'Europe et l'Afrique, la France et l'Afrique, mais à travers justement du développement économique dans tous ces pays francophones et particulièrement œuvrer à développer économiquement le continent africain. Ça, c'est en ce qui concerne le GPF, on peut l'appeler comme ça, pour les intimes. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter à ta présentation ? Lorsque je te croise dans la rue ou lors d'un événement, costumé, cravaté, je te serre la main, bonjour, Macrandi. Tu me dis Stéphane Tiki, voilà. Virgule. D'abord, je dirais Stéphane Tiki, parce que c'est par ça qu'il faut commencer. C'est sympathique. Ensuite, non, sur mon parcours et mon histoire, c'est l'histoire d'un jeune qui est né au Cameroun, à Yaoundé, en 1987, jadis. C'est une petite dédicace à une autre de mes amies. Absolument. Voilà. Et j'ai grandi au Cameroun. Je suis arrivé ici en 2005. J'ai été diplômé de la Sorbonne et je me suis engagé d'abord dans la vie politique parce que j'ai rejoint un mouvement politique qui s'appelle l'UMP et j'ai eu l'honneur de travailler et de côtoyer au quotidien un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, jusqu'à être le premier Africain et à devenir président des jeunes d'un parti politique français, puisque j'étais à la tête des jeunes de l'UMP, 25 000 jeunes au quotidien. Rien que ça. Donc c'était waouh, voilà. Et après, j'ai décidé de partir un peu dans cette voie privée pour justement œuvrer au développement économique du continent africain. Je suis aujourd'hui chef d'entreprise, j'ai monté ma boîte et à côté de ça, je suis au groupement du patronat. Donc si je devais me définir, ce serait presque aussi court que mon nom. Je dirais que j'ai 2 mots, moi, c'est tout donner. 2 autres mots, ne jamais rien lâcher et déterminer. Voilà. Ça en fait 3. Ça fait 3. Ça prouve ta générosité. Exactement, il y en a un de plus. Merci beaucoup. Alors, le GPF aujourd'hui, l'UMP ou un peu de politique avant, on peut le dire, est-ce que c'est une passerelle ? Oui, c'est une passerelle, mais s'il y avait un mot, alors j'ai beaucoup dans les mots, mais s'il y avait un mot pour définir ma vie, je dirais action et je dirais utilité. Dans l'intérêt évidemment général et collectif.
L'UMP, c'est parce que j'avais envie d'agir aux côtés de quelqu'un qui voulait bousculer les choses avec, exemple, le service minimum dans les transports, la réforme de l'université qui permettait que quand on était à l'université, on pouvait aller en stage, l'apprentissage, l'alternance, les internats d'excellence, les bourses au mérite. C'était ces parcours-là, moi, qui m'intéressaient, parce que moi, je suis pas un amoureux de la réussite, je suis un amoureux du chemin. Donc, c'était ces chemins qui mènent à ces parcours de réussite qui m'intéressaient. Et donc, je suis entré dans cette histoire-là alors que je n'avais ni piston, ni contact, ni rien. J'ai commencé, la première fois que j'ai vu Nicolas Sarkozy, j'étais dans une salle où il y avait 200 000 personnes, c'était à Bercy, c'était le 14 janvier 2006. Et j'avais dit à mes parents avec un peu d'humour à l'époque, mais d'ailleurs je dirais à tous ceux qui nous écoutent, quand vous avez un rêve et que les gens ne rigolent pas, c'est que le rêve n'est pas assez fort. Il n'est pas assez ambitieux. Je disais aux gens, un jour j'aurai rendez-vous avec Nicolas Sarkozy. C'est à quoi d'ailleurs les gens m'ont dit, mais toi t'es un fou, t'as aucune chance de rencontrer Nicolas Sarkozy, il est président de la République, et après tout, toi t'es un petit jeune né au Cameroun, arrivé en France quelques mois plus tôt, comment tu pourrais croiser cette route-là? Et tout au long de mon parcours, je me disais, voilà, ça va le faire, ça va le faire, et effectivement, en 2013, on a eu j'ai été appelé par sa collaboratrice pour avoir un moment avec lui en one-to-one. Ok. Et je me rappelle avoir ressenti un double sentiment. Le premier... Accomplissement. Le sentiment du devoir accompli, de dire ça a pris quand même 6 ans. C'est long, 6 ans quand t'as un rêve quand même. Mais au bout de 6 ans, on y est. Et le deuxième, c'était, alors ça recolle avec ma personnalité, c'est que je suis un homme d'avenir. J'aime pas les one-shots. Donc je m'étais dit, ouais, il faut quand même que, au-delà du moment du kiff de dire j'ai réussi cette partie-là, c'est pas juste que j'ai vu une fois, j'ai fait une photo et ça s'arrête là. Et donc dans ma tête, je me disais, dans ce rendez-vous, il y aura 2 parties. Il y a évidemment la partie où je vais être... parce que Nicolas Sarkozy, pour moi, c'était Michael Jordan. Et d'ailleurs, pour m'auto-charrier, j'avais eu un reportage sur France 3. Ok. On disait, parce que bon, là, vous me voyez comme ça, mais j'ai bientôt 37, donc j'ai plus beaucoup la touffe. Mais à un moment de ma vie, j'avais l'afro. Et on disait, ce grand avec afro qui a des faux airs de Jay-Z voit en Beyoncé... sa Beyoncé à lui, c'est Nicolas Sarkozy. Et donc, j'avais un article comme ça pour montrer que c'était vraiment Michael Jordan, quoi. Vraiment une définition d'abord sur le physique et après un truc avec un attrait encore sur le physique. Donc, et avec des belles références. Bien sûr, tout à fait basé sur le fond, les 6 dernières années, le travail, l'engagement, la détermination, c'était vraiment... voilà, on va pas... C'est parfait, rien à dire. Voilà, mais donc, du coup, quand je suis arrivé dans le rendez-vous, évidemment, il y a eu le moment... de rêve, même pour te dire la vérité, parce que je pense que il faut pas avoir honte de le dire, moi j'ai un vrai moment d'émotion, de me dire waouh, en 2006 je rêvais d'un gars qui jouait dans une télé avec 200 000 personnes, en 2013 on arrive à être en face de lui comme je suis en face de toi. J'étais d'ailleurs à un moment il m'avait posé une question, il m'avait dit quel est l'homme politique qui t'a donné envie de t'engager, j'avais dit oui, moi c'est Nicolas Sarko, et puis je m'étais rendu compte qu'il était en face de moi. C'était donc lui, dit, en fait l'habitude de le dire tellement, puisqu'en fait il avait des choses qui moi m'avaient intéressé, le fait qu'ils sont un peu d'ici et d'ailleurs, puisqu'il est français de sang mêlé, comme il dit si bien. Et surtout, voilà, il n'a pas fait de grandes écoles, il est vraiment un parcours différent, en ayant en plus des gens dans le gouvernement, comme une grande dame qui s'appelle Rachida Dati, qui avait 12 frères et sœurs, qui venait des quartiers à Chalon-sur-Saône, qui devient ministre de la Justice de la République française. Et moi, j'étais genre, ah ouais, c'est quelqu'un, quoi. Mais en même temps, je m'étais dit, il faut quand même que dans le rendez-vous, j'arrive à imprimer quelque chose, parce que je veux pas sortir de là en disant une tape dans l'épaule et qu'on dise adieu. Voilà. Et en fait, finalement, tu vois, j'ai intégré son équipe. Tu as tracé ton chemin. J'ai intégré son équipe et je suis devenu voilà, quelqu'un de présent autour de lui jusqu'au bout du chemin, jusqu'à 2007. Donc, je te disais ça pourquoi ? Pour te dire que moi, tout a toujours été action et utilité. Et derrière ça, oui, le GPF... Parce qu'à un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte d'une chose, j'avais quand même œuvré tout au long des 15-16 dernières années pour mon engagement pour la France, sur la méritocratie, sur l'égalité des chances, sur la lutte contre le racisme, sur l'entreprise. Et je me suis dit, en réalité, on a un continent aujourd'hui qui s'appelle l'Afrique, qui est le continent d'aujourd'hui, de demain. Il y a un continent à développer avec énormément de choses à faire. Et je me suis dit, tout ce que j'ai réussi à acquérir... avec des rêves que j'ai réalisés. J'ai rencontré le président Barack Obama, par exemple, et j'ai rencontré le président Georges Weah, Jacques Chirac, François Hollande, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy. Je me suis rendu compte que de la Ve République, à part ceux qui étaient décédés, j'ai rencontré tous ceux qui étaient là. Et je me suis dit, ce savoir-faire politique
mais avec cette ambition, cette volonté, cette détermination. Et si jamais été au service de ceux qui en ont le plus besoin. Ouais. Et je me suis dit, j'ai envie que les gens parlent bien du continent africain, qui est la terre de mes racines. Et peut-être que j'ai quelque chose de plus que les autres, en réalité, qui est de dire que moi, je suis profondément amoureux de l'Afrique, le continent dans lequel je suis né, dans lequel j'ai grandi. Et en même temps, je suis profondément amoureux de la France. Et j'ai rencontré beaucoup de gens dans ce milieu assez bienveillant, avec un peu d'ironie. Toujours. Qui sont toujours des gens qui voient le prisme de la vie toujours par ce qui se passe mal. Ouais. Par toujours ce qui est négatif. Toujours dire tout ce qui est mal fait. Et moi, je me suis dit, avec tous ceux que j'ai rencontrés, moi, je pense qu'on a la capacité de faire un narratif positif. De dire que oui, on est conscient qu'il y a 10, 15, 20 ans, le continent, c'était ça. La relation avec la France, c'était ça. Alors, il y a deux types de catégories de personnes. Il y a ceux qui sont là pour regarder tout ce qui s'est passé derrière. Et il y a ceux qui veulent se baser pour essayer de construire demain, le futur, ensemble. Mais pas les uns contre les autres, les uns avec les autres. Et je me suis dit, si j'arrive à trouver un job, du coup, où j'ai la capacité de pouvoir servir à la France et aussi la capacité de pouvoir impacter, développer économiquement le continent, je vais y aller. Et c'est comme ça que le hasard de la vie a fait que j'ai fait une conférence. Un jour, je suis tombé sur le président du GPF. Il m'a raconté ce que c'était. Donc, 88 pays et 20 millions d'entreprises qui s'installent dans ces pays-là, avec une partie, évidemment, 40 pays du continent africain. Et je me suis dit, si on pouvait œuvrer, mais cette fois-ci dans le concret, parce que la politique, ça peut souvent être vu par des mots, les gens disent, voilà, les gars, vous parlez, mais bon, concrètement. Et là, je me suis dit, si on pouvait œuvrer concrètement sur le terrain à développer économiquement le continent, d'abord en implantant des entreprises du nord vers le sud, ça peut être des entreprises françaises, mais aussi canadiennes, mais aussi roumaines, mais surtout si on se faisait confiance pour qu'on puisse même faire du sud-sud, une entreprise camerounaise qui veut s'installer au Congo, une entreprise sénégalaise qui va aller en Côte d'Ivoire, toujours en se basant sur les besoins et en changeant le paradigme. Et du coup, voilà, j'ai intégré le GPF pour en devenir aujourd'hui porte-parole et directeur de développement. Très bien, alors, c'est ce qu'on appelle une présentation complète, fournie. Et heureusement que tu m'as arrêté. Alors justement, je m'en veux presque de t'interrompre, mais il faut bien qu'on revienne sur ma route, qu'on se remette sur la route. Mais c'est pour ça que j'ai accepté le podcast aussi. En réalité, moi, j'en ai beaucoup fait l'année dernière, et c'est vrai que les gens disent souvent que mon parcours peut être inspirant. Et donc, très souvent, je fais des podcasts sur mon parcours. Et c'est la première fois, en fait, que je fais un podcast sur autre chose que mon parcours. Eh bien, je suis ravi de te faire ta première fois. Voilà. Et il en faut toujours une première. Alors, revenons sur ton nom, que j'ai dit en 4 lettres, 2 syllabes, très simple, très court, très efficace, Tiki. Est-ce que tu peux nous dire d'où il vient ? Alors, il vient de Douala, parce que je suis né au Cameroun. Mes parents étaient... Dans le Cameroun, il y a des tribus. Donc, il y a la tribu de ceux qui sont de Yaoundé, ceux qui sont de l'Ouest et tout ça. Et moi, je suis du littoral de Douala. Okay. Et mon grand-père a été médecin pour l'armée française, côté Tiki. Et mon arrière-grand-père, c'était Rudolf Douala Mangabel. Et c'est lui qui a œuvré... Tu l'as dit beaucoup trop vite, là. Ah, d'accord. Rudolf Douala. Comme la ville de Douala. D'accord. Mangabel. D'accord. Manga comme les mangas sans S. Et Bel comme Belle sans E. B-E-L. Voilà. Et très lui, bien. En fait, c'est... Voilà, il a fait... c'était un des acteurs pour l'indépendance du Cameroun. Et il a été décapité par les Allemands. Parce que nous, on a choisi la France, tu vois. D'accord. Comme quoi, j'ai vraiment un lien avec la France. Et du coup, aujourd'hui, il y a une place qui porte son nom en Allemagne, à Berlin. Dans l'arbre généalogique, on peut monter jusqu'à... Oui, mais moi, je m'étais toujours dit que, au-delà de mon père, de mon grand-père et de mon arrière-grand-père, moi, je m'appelle Stéphane. Voilà, j'ai fait ma propre route tout seul dans un pays où je connaissais personne, puisque quand je suis arrivé ici, mes parents, ils habitent au Cameroun, à Yaoundé. Donc, la priorité du nom de famille, oui, mais moi, je m'étais dit, voilà, là, je suis là en tant que Stéphane. Et j'ai envie que Stéphane soit connu. Et donc, tu te construis en tant que Stéphane. Oui. D'ailleurs, il me semble que c'est la première fois que je dis ça. Je crois que je n'avais jamais rencontré ça à personne, en réalité. Enfin, à personne hors mes proches. Mais je suis même pas sûr que les gens qui me côtoient au quotidien le savent. Mais c'est vrai que les gens s'intéressent. Après, comme j'ai un parcours, les gens savent déjà. Ouais. Pour eux, mon parcours, il a commencé ici, en 2006. Ils ne s'intéressent pas à d'où je viens, comment, tout ça.
Mais là, c'est vrai que comme on est parti de là, comme quoi breaking news, quoi. Première fois, on a dit. Voilà, je te confirme. Alors, tu m'as parlé de ton grand-père, mais qui est-ce qui a décidé que tu puisses porter le nom Tiki? Est-ce que c'est automatique? Est-ce que c'est un nom patronymique? C'est ton père qui a décidé que tu puisses t'appeler comme Alors ça? oui, mon père s'appelle Tiki, ma mère aussi, donc je suis né en m'appelant Tiki. C'est mon nom. Voilà. Alors, pour ton père, je suis d'accord, mais comment ça se fait que ta mère porte le même nom? C'est son nom d'épouse, j'imagine. Ah bah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Ah oui, Ma d'accord. mère, elle s'appelle au départ Koto, K-O-2-T-O. D'accord. Elle est Douala aussi. Maintenant, mariée avec mon père depuis 1980, 81. Et ben, elle s'appelle Tiki depuis 81. Donc, du coup, quand je suis né, je suis Tiki. Alors, pour te faire un peu rigoler, Allez, mon père s'appelle Alfred Tiki. ok. Et en fait, moi, au départ, je m'appelle Alfred Stéphane Tiki. Voilà, il y a un trait de Ok. union entre les deux. D'accord. Mais Alfred, quand j'étais à l'école, ça rappelait trop Batman. Donc, du coup, je suis l'as- passé sur Stéphane. Tu l'as euthanasié. Exactement. Et puis Alfred Tiki, c'était toujours mon père. Donc voilà. D'accord. Mais alors pourquoi je voulais te faire rire, c'était pour te dire que je sais pas si tu es fan de sport. Ça dépend lequel. Le foot. D'accord, pas trop. Pas trop. Bon, moi, je suis fan de sport. Et mon père était fan d'un footballeur du Real de Madrid Ok. qui s'appelait plutôt au passé Alfredo Di Stefano. Et du coup, chaque fois que j'ai dit Alfred Stéphane, Alfredo Di Stefano. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Très bien. Le sens, la signification de ton patronyme, Tiki, est-ce que tu en as une idée? Alors, depuis que je suis petit, mon père dit que Tiki, ça veut dire précieux. Voilà. Et j'ai rencontré des amis qui sont issus d'îles, si on peut dire ça comme ça, comme la Guadeloupe et la Martinique, qui m'ont dit qu'un Tiki, c'était un porte-bonheur, c'est un porte-chance. Absolument. Voilà. Donc, je me suis un peu basé sur les deux. Je me suis dit, bon, voilà, si... D'ailleurs, je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez me fréquenter, vous allez avoir un peu la chance. Et il paraît que je suis un peu précieux. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, tu sais dans quelle langue? On Douala, c'est ça? Oui, On Douala, donc précieux. Est-ce que tu as vérifié ou tu tiens ça uniquement de ton père qui te l'a dit? Non, voilà, je me suis dit, moi, mon père m'a dit ça, peut-être que ça doit être vrai. Hein. Donc voilà. Mais après, je sais que dans le dialecte Douala, si tu dis par exemple Watiki, ça veut dire que tu es calé. Donc après, ça dépend comment tu l'utilises avec le dialecte là-bas. Moi, j'ai Mais, même trouvé Lambo Latiki. Ah oui. Ah bah. Je sais pas si tu comprends le Douala, Ça veut mais je dire pourrais te quelque chose l'apprendre de si tiki. tu veux. Non, je comprends quand même. Quand même. On sait d'où on vient. Je ne parle pas le Douala, mais je comprends très Je bien. comprends quelque chose, effectivement. Oui, oui. Très bien. Alors oui, tu parlais des Amis des îles, effectivement. Moi, ce que j'ai découvert en plus, c'est que le fameux porte-bonheur dont tu parles, c'est une espèce de statuette comme ça. Un totem. Un totem, exactement. Et l'image, qui ressemble à peu près au totem de Koh-Lanta, approximativement. Et là où la symbolique est plus forte, au-delà du précieux, de choses précieuses, du trésor, c'est que, en fait, ça fait référence à l'être premier qui est mi-dieu, mi-homme, en fait. Et donc, c'est une référence à... Alors, moi, j'adore faire des rapprochements, j'adore faire des capillarités comme ça, des rapprochements, et donc, c'est l'occasion de le faire. Alors, est-ce que tu choisis le mi-dieu, mi-homme, ou les deux? Ça, je te laisse le choix. Écoute, j'ai toujours été passionné par la mythologie grecque. Ça a toujours été mon dada. Okay. J'ai beaucoup lu tout ce qui concernait Périclès, Athènes. J'étais fan d'ailleurs d'Hercule. J'adorais d'ailleurs quand j'avais des trucs compliqués, je me disais il faut que je le vois comme les 12 trajectoires d'Hercule. Et souvent quand on me disait est-ce que tu peux raconter ta vie, je dis oui, mais moi j'ai tué Cerbère, le monstre à deux têtes. Donc j'aime beaucoup cette image, mais je te dirais voilà, moi je suis plus un homme, c'est déjà bien un homme, et je t'assure qu'avec les complications de l'être humain avec un grand H, c'est suffisant. Le porter déjà au quotidien, c'est déjà pas mal. On peut dire que c'est une transition toute trouvée, parce que justement, là, on est sur les croyances, les superstitions, etc. Est-ce que toi, tu reconnais une valeur symbolique, une valeur ésotérique dans ton nom, dans ton patronyme? Est-ce que tu penses qu'en te transmettant le nom Tiki, parce qu'on croit beaucoup dans les valeurs ancestrales, on croit beaucoup dans le mysticisme, etc., est-ce que toi, tu es convaincu que Tiki t'investit dans certains pouvoirs mystiques? Alors moi, je crois en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu. Et je crois en moi. Je pense que dans la vie, Dieu fait que chacun a un talent. Et en fait, chacun a une route qui mène à un destin. Et maintenant, après, c'est à chacun lui-même de prendre sa route et d'épouser son destin avec les qualités qui sont les siennes, la détermination, la passion, l'ambition, l'excellence, voilà, le perfectionnisme, l'envie de réussir, le tout sans jamais rien lâcher, avec évidemment
Je vais faire une petite parenthèse parce qu'on fête aujourd'hui les 10 ans du décès d'un homme qui m'a beaucoup inspiré. C'est Nelson Mandela. Et il disait 2 choses importantes. La première, c'est que je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Absolument. Et la deuxième, c'est ne me jugez jamais sur le nombre de fois où j'ai gagné. Jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et je me suis relevé. Et je me dis, si tu épouses toutes ces qualités-là avec ces 2 phrases-là, que moi j'ai toujours épousées, et ben, ça fait que tu crois en toi et que tu vas tout donner pour y arriver sans jamais avoir de regrets. Sur mon nom de famille... non, parce que il y a d'autres tikis, voilà, et ils n'ont pas forcément les mêmes qualités qui sont les miennes. Et d'ailleurs, peut-être qu'ils diront que je n'ai pas les qualités qui sont les leurs. Donc, je pense que, voilà, chacun des tikis a une qualité propre à ce qu'il défend. Donc tu ne crois pas au déterminisme nominal qui, dans certaines cultures, dans le monde d'ailleurs, à l'international, donner un tel nom à son enfant, ça veut dire le destiner ou l'orienter ou le charger d'une mission. Je pense au-delà même de la dimension mystique. En vrai, je pense que... Alors, on a parlé tout à l'heure de mon histoire familiale. Je pense que oui, quand tu as un lien avec ton père qui fait que, par exemple, aujourd'hui, si tu es le fils du prince Albert de Monaco, si tu es le fils de Zinedine Zidane, ton nom fait que demain, tu vas en centre de formation, tu t'appelles Zidane. Les gens ne te regardent pas pareil que si tu t'appelles Tiki. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, d'abord, je suis dans un pays autre que le pays dans lequel je suis né. Et en plus, celui qui a fait un peu l'histoire dans ma famille, c'est mon arrière-grand-père. Donc, on a quand même sauté 3 générations. Même si mon père, aujourd'hui, il fait des choses et tout ça. Mais n'empêche quand même que... Tu es en train de faire la sienne aussi. Moi, je fais ma propre histoire. Ce que je veux te dire juste simplement, c'est que on est, pour moi, plus déterminé par son nom quand ça vient de la génération d'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es le fils de François Hollande, et le fait que demain tu vas t'engager au Parti Socialiste, les gens ils te regarderont pas pareil. Ils diront ah lui il doit être bon, il est très éloquent parce qu'il a lu beaucoup de livres, mais parce qu'aussi avec son père président, il a fréquenté beaucoup de gens qui sont dans une élite intellectuelle qui fait que il doit être intelligent. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début de la conversation, je te dis moi je suis plus amoureux du chemin que du résultat. Parce que c'est-à-dire que par exemple le fils de François Hollande qui arrive sur une route où il s'en sort bien, en réalité nous on est né dans un pays... le Cameroun dans lequel on travaillait avec la bougie. On part de loin, on s'est battu, on est des guerriers. Donc pour moi, en fait, moi j'ai aucun déterminisme avec mon nom. Okay. J'ai écrit ma propre histoire moi-même, tout seul, en étant à 6000 km, 6 heures d'avion, sans famille, famille au Cameroun, les parents au Cameroun, sans piston, sans contact, sans rien. Alors, donc c'est possible. C'est possible. Alors j'y crois totalement, mais c'est intéressant, donc on va interagir dessus. Considérons la génération suivante. Du coup, ce dont toi tu n'as pas bénéficié, disons-le comme ça entre mille guillemets, avec tout le respect qu'on a pour ton père évidemment, ceux-là tu vas les déterminer parce que eux tu leur transmettras un certain héritage avec ton nom. Alors ne me dis pas tout de suite si tu as des enfants ou pas parce que je ne le sais pas, et il y a des questions sur eux qui vont arriver. Mais ce que je veux dire c'est que eux ils n'auront pas le même itinéraire que toi évidemment, et donc eux tu auras travaillé pour eux et ils n'arriveront pas dans la société ou ne débarqueront pas dans la société avec les mêmes bagages. Oui, déjà j'ai pas d'enfants, donc pas marié, pas d'enfants, okay. Mais j'aspire à fonder une famille, à avoir des enfants, parce que je trouve que le plus important, les Américains appellent ça la legacy, c'est pouvoir transmettre. Et oui, tu as raison, mais je pense que si j'étais, après mon bac, resté au Cameroun, j'aurais pu bénéficier de la legacy de mon père et la legacy de mon arrière-grand-père du coup. Mais partir à l'étranger pour porter son prénom, aller faire ses propres armes tout seul, c'était pour créer ma propre histoire. Et donc, du coup, oui, moi, je serais... je suis très fier que mon père m'ait légué. Et chaque fois que je vais au Cameroun, je bénéficie de la legacy de mon père, en réalité. Et on travaille pour ça, en vérité. En vrai, toute la route qu'on construit, c'est pas pour nous, en fait. C'est pour laisser à ceux qui sont après. De dire, vos parents ont fait, vos parents ont accompli telle chose, donc... ça vous permet de vous mettre dans les meilleures conditions pour que vous puissiez faire avec moins de difficultés et plus de facilité. Donc voilà, mais avec aussi des parents... mes parents ont toujours été d'abord très ambitieux, ensuite vachement proches de moi. Et ensuite, je dirais que dans les moments où... Parce que la réalité, c'est que... Une phrase que je dis beaucoup dans les podcasts, mais c'est vrai, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui sont admiratifs de mon parcours en me disant « t'y es arrivé ». Mais la réalité, c'est qu'au début du parcours, personne n'y croyait. Quand je disais à des gens que je vais faire ça, personne m'a tendu la main. Ouais. Les gens en rigolaient.
Quand j'ai dit que je voulais être président des jeunes de l'UMP, on m'a dit oui, mais jamais il y a eu un homme noir président des jeunes dans toute l'histoire de la politique française. Ils disaient mais c'est pas possible. Et ben ceux qui y ont toujours cru, eux, ça a toujours été mes parents. En vérité, bon, quand je faisais la politique, ils comprenaient pas totalement ce que je faisais. Mais mon père, il m'avait dit bon, écoute, parce qu'à un moment donné, en fait, tous les week-ends, tellement j'étais passionné, j'allais faire un meeting dans une ville de province et j'ai fait 550 déplacements en 3 ans dans la France entière, dans les villes, dans les campagnes, dans les grandes villes, dans les petites villes. Mon père et ma mère, ils disaient, j'espère simplement que au bout, il y a un résultat et si ça marche bien, c'est que ça marche. Donc, et quand un jour, je les ai fait recevoir par l'ancienne garde des Sceaux et qu'ils ont vu mon bureau en tant que président des jeunes de l'UMP et que mon père a pu rencontrer l'année dernière, d'ailleurs, le président Nicolas Sarkozy, et ben, j'ai senti une vraie fierté. Donc, voilà, je pense que moi aussi, j'aimerais que mes enfants ressentent la fierté de leur père et puis qu'ils fassent encore plus que ce que j'ai fait, avec toujours autant de passion, détermination et ambition, et le tout en prenant beaucoup de plaisir. Et ce sera ça l'héritage, l'un des héritages que tu leur transmettras, parce que j'imagine qu'il y aura aussi quelques milliards quelque part sur un compte, sur un compte bancaire. Non, mais oui, peut-être, mais surtout, tu sais, moi, alors si tu me demandes de tu peux le dire, ça ne sortira pas d'ici. Je te dirais que une des choses que j'ai préférées, alors chez mes deux parents, hein, c'est séparé. Ma mère, par exemple, quand j'étais petit et donc j'étais à l'école française, avant de faire ses propres choses qu'elle avait à faire, très intime, hein, tous les matins quand je me réveillais, avant de prendre ma douche, ma mère elle me faisait répéter toutes mes leçons avant d'aller à tous les contrôles. Tac, 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 alors ça veut dire quoi ça, tac, 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 et en histoire c'était quoi les questions. Vraiment des parents qui suivent, et après tout le monde dit t'as des super notes. Bah oui, mais derrière j'ai une maman qui fait le suivi. Et mon père, moi j'étais fan de basket, et à partir des années 97-98, on avait ce système qui était de faire que on était fan du All-Star Game. Voilà, c'est un match américain qui se joue en février entre l'équipe de l'Ouest et l'équipe de l'Est et les meilleurs joueurs de chaque équipe. Ça, je connais un peu plus. Et ben, on regardait tous les All-Star Games, c'est avec mon père. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, hein, travaillant, pas travaillant, dès que mon équipe de cœur, c'est les Lakers. Dès que les Lakers jouent, 4 heures du mat. Toujours, voilà, même là, hein, ce soir, il y a un match, on joue le Final Four, là, le tournoi, je sais que je vais dormir à 3h du matin. J'offre le café. Me réveillant à 7h du matin pour aller travailler. Mais c'était pour te dire que mon père a toujours eu ça. Et comme j'étais passé par le foot, j'ai joué un peu au foot et je jouais tous les samedis. Et mon père, il venait regarder tous mes matchs. Et d'ailleurs, on débriefait comme un professionnel en disant voilà, là, sur certains mouvements, tu t'es pas assez appliqué. Là, tu t'es pas concentré. Là, vraiment, il faut tirer mieux au but et tout. Et moi, ça a toujours été mon truc. Donc, c'est pour moi, au-delà. Parce que tu sais, en vrai, les milliards, c'est bien, mais ça va, ça vient. L'amour d'un père et le soutien qu'il t'apporte au quotidien sur des petits moments comme ça font que ça te transmet la force. Et là, j'étais au Cameroun il y a peu de temps. J'ai une filleule qui s'appelle Ava, dont ce sera d'ailleurs l'anniversaire le 7 décembre, donc c'est bientôt. Et la dernière fois, je suis allé au Cameroun, malgré toute émission professionnelle et tout ce qu'il y avait à faire. Mais j'ai dit à ses parents, en tant que parrain, je vais l'accompagner à l'école. Voilà, tous les jours, je venais la chercher à l'école. Symbolique. À midi et à 17h. Donc, ouais, c'est ça la transmission. Et au début, elle me dit, mais t'es là? Bien sûr, je suis là. Ah, mais c'est trop bien. Bah oui. Donc voilà, legacy. Parce que les milliards, ça va, ça vient. Et d'ailleurs, quand ça va, vous allez toujours avoir beaucoup d'amis. Et quand ça va pas, vous allez avoir beaucoup moins d'amis. Et je terminerai par Nelson Mandela encore, qui disait... Citons-le. Dans la réussite, tu mesures la qualité de tes amis. Et dans l'échec, tu mesures la quantité de tes amis. Parce que dans la réussite, demain, tu deviens ministre. Même le gars qui était à la maternelle avec toi, ou même la fille qui ne te parlait pas quand tu étais à l'école en CM1, elle dira « Max, c'était mon ami. On était à l'école ensemble. On partageait même le goûter. » Tu dis « Ah bon, je me rappelle pas. » Mais si, moi je me rappelle. Il était brillant, bienveillant, gentil. Tu vas dire « Ah ouais, mais pourtant quand on était à l'école à cette époque-là, je n'avais pas le souvenir. » Or, demain, dès qu'il y a un souci, tu connais. Ouais, c'était un gars, là, il était à l'école avec nous. C'était ton ami? Non, on se croisait de temps en temps. On l'a juste connu, quoi. On se disait même pas bonjour, mais il était dans l'école quand même. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le plus important, c'est ce que tu construis. Et moi, ma fierté aujourd'hui, c'est avoir construit un vrai groupe d'amis. Parce que tout le monde parle de la politique et souvent, je dis qu'au-delà des parcours et des combats et des engagements et des ambitions, c'est une vraie aventure humaine. J'ai rencontré le meilleur ami dans ma vie aujourd'hui qui s'appelle Jonas Haddad. Dans la politique, c'est la première personne que j'ai rencontrée quand je suis arrivé en France. Et aujourd'hui, c'est un des meilleurs amis dans ma vie. Je fête Noël avec ma famille, pour te dire, tellement on est dans une barrière d'intimité.
Et aujourd'hui, j'ai créé un vrai groupe d'amis avec mes amitiés. Moi, en général, c'est des amitiés qui sont longues, qui durent 5, 10, 15, 20 ans. Et j'ai réussi à créer un vrai groupe d'amis avec ces gens-là. Et vraiment, chaque fois qu'on se voit, c'est... Donc pour moi, c'est ça qui est plus fort. Parce que les amis d'aujourd'hui, on ne sait pas s'ils seront amis demain. Les amis d'hier qui étaient là au départ, ceux qui t'ont vu quand tu étais dans la galère, ils seront toujours là. L'histoire nous le dira, très bien, très bien. Je m'en veux limite de t'interrompre, mais bon, ce qu'il faut qu'on poursuive, on va poursuivre. On a bien compris que tu avais un parcours, tu as suivi un itinéraire particulier, tu as ouvert des portes, tu en as défoncé certaines, etc. Là où tu pouvais, tu es rentré avec violence, ou là où tu as sollicité, on t'a effectivement fait rentrer. Mais dans cet itinéraire-là, ce chemin que tu as parcouru, ton nom t'a suivi avec toi. Quel sort a été réservé à ton nom ? Est-ce que ton nom t'a ouvert des portes ? Est-ce qu'il t'en a fermé ? En vrai, je pourrais pas te répondre. Première fois que je peux pas te répondre à une question. Parce que, en fait, je peux pas être à la fois juge et partie. Mais je te dirais que dans mon parcours, mon nom ne m'a jamais favorisé. Voilà. J'ai compris, en fait, dans ce système. Après, moi, je trouvais au départ, il fallait juste comprendre les règles du système. Mais j'ai compris dans le système, tout derrière les 550 déplacements, qu'il fallait toujours que je travaille plus que les autres. Parce que d'abord, pourquoi ? Première chose, les gens croyaient pas en moi. Deuxième chose, les gens pensaient pas que j'allais y arriver. Troisième chose, je me suis dit, si je veux y arriver, il faut que je m'en donne les moyens. Et même si j'ai au-dessus de moi Dieu, il faut que je crée ma propre chance pour pouvoir y arriver. Donc, mon nom m'a jamais favorisé, j'ai toujours tout donné. Voilà. Après, c'est difficile de répondre parce que est-ce que quand tu me poses la question, tu parles de mon nom quand j'ai commencé et de mon nom aujourd'hui ? Parce que c'est pas la même chose. Justement, tout l'itinéraire, tout le parcours. Je suis un peu quelqu'un. Donc, de ce fait-là, peut-être qu'aujourd'hui, quand tu dis quelque part, t'es avec Stéphane Tiki, ça peut être un nom qui peut t'ouvrir des portes. Mais au tout départ... À l'autre personne, oui, mais toi, précisément. Non, moi je me suis toujours dit, voilà, peu importe. Moi, je sais que dans tous les cas... J'ai beaucoup aimé ta phrase qui disait que moi, en fait, j'avais ouvert des portes et que j'avais défoncé des murs. Moi, je disais aux gens, de toute façon, si je rentre pas par la porte, je rentrerai par la fenêtre. Ça a toujours été mon état d'esprit. Donc, je savais que c'était rentrer ou rentrer. Donc, dans tous les cas, je vais rentrer. Donc, il y a quelques fois, même souvent, pour que tu rigoles, j'ai essayé de taper une porte avec ma tête. Je me suis fait mal. Et ma mère, elle me disait, mais en vrai, tu sais, maintenant, il faut juste que tu ouvres la poignée et la porte, elle s'ouvre. Et je lui disais, tu sais, moi, j'ai tellement eu l'impression de toute ma vie. Il fallait que je mette ma tête contre les murs pour pouvoir rentrer quelque part, que les vieilles habitudes ont la peau dure. Donc, je te dirais que mon nom, non, j'ai pas cette impression-là. Et que je me suis toujours dit, voilà, faut tout donner. Et comme moi, je déteste les phrases de si j'avais su, il aurait fallu que, j'aurais dû. De conditionnel, moi, c'est toujours un... Pas de regret. Donc, voilà, donc je dis, donnons tout. Et une fois qu'on est dedans, on est dedans. Voilà. Ça m'aurait permis justement d'atterrir sur la prochaine question, qui est celle de savoir, est-ce que dans ton parcours, dans ta vie, dans ton existence globale, tu t'es une seule fois, ou à un certain moment, posé la question de changer de nom ou pas ? Est-ce que tu en as préféré un autre par rapport au tien ? Est-ce que tu t'en trouvais un autre plus beau, plus sexy, plus glam En vrai, plus simple. Moi, mon nom, c'est le mien. Tout simplement. Tu le prends tel qu'il est, tu l'acceptes. C'est peut-être la seule petite possibilité que je peux avoir dans ma vie, moi, c'est mon nom. Voilà, c'est mon nom, c'est mon identité. C'est un très beau nom. J'ai eu, j'ai des parents qui ont construit ce nom-là aussi. Et j'ai une famille, voilà, on a parlé tout à l'heure de mon arrière-grand-père, et aussi de mon grand-père, qui était médecin dans l'armée française, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en vrai, moi, je suis très fier de ce nom-là que je porte. Et je disais à mes parents, moi, mon ambition, c'est porter tout en haut ce nom-là, pour lui me donner les lettres de noblesse qu'il mérite. Le tout avec les qualités qui sont la bienveillance, le partage, parce que je considère que dans la vie, pour recevoir, il faut d'abord donner, qui sont au-delà, parce que souvent les gens, ils aiment bien qui je suis, mais c'est pas que la personne, la personnalité, c'est aussi la personnalité avec des valeurs humaines, la générosité, le don de soi, le partage, l'aide, puisque tu vois, par exemple, dans mes moments de temps perdus, je vais beaucoup dans des écoles, dans des quartiers populaires pour faire des formations pour des jeunes, pour donner, notamment dans des jeunes des écoles de la deuxième chance, dans des ZEP et tout ça. Okay. Après avoir été aussi dans des grandes écoles, parce que j'ai déjà fait des conférences à Sciences Po, à l'ENA, à la Sorbonne, mais toujours dans cette envie de transmettre et de dire aux gens en fait que, en réalité, moi je suis comme eux. C'était un parcours dans lequel beaucoup de gens m'ont dit que ce ne serait pas possible. Et beaucoup de gens n'y croyaient pas. Et finalement, j'y suis arrivé, donc ça veut dire que ça a pu être possible pour moi. Si les gens y mettent les ingrédients, c'est possible pour eux. À l'intro du podcast, j'ai défini le nom. Moi, j'ai une définition que je donne au nom. Pour moi, il porte un sens, comme je l'ai dit, il porte un sens. Avant tout, il nous identifie déjà. Il nous identifie, il permet d'identifier chacun d'entre nous dans la société.
il porte un sens, il revêt une signification, il détient une origine. Est-ce que toi, tu as une définition singulière du nom ? Pour toi, c'est quoi un nom, de manière générale, de manière globale ? Je m'appelle Chiteta, tu t'appelles Tiki, c'est quoi un nom pour toi ? Bon, on dirait que mon nom de famille est un peu plus simple quand même. Même Je ne répondrai pas à cette attaque. Même si, alors dans la simplicité, les gens sont toujours très compliqués. Pourquoi je te dis ça ? Parce que moi, j'ai toujours des gens qui m'inventent des trucs. J'ai eu des tickets avec 2 K, avec 3 I. Je me disais, mais frère, en fait, c'est T-I-K-I. 2 syllabes, 4 lettres. C'est plus simple. Pourquoi compliquer un truc qui est déjà simple ? Mais dans la tête des gens, souvent, ils vont mettre des trucs. orthographes, à tel point que je peux te raconter quelque chose. Quand je pars au Cameroun la dernière fois avec mon billet, comme je voyage beaucoup, j'ai des réductions avec Air France. J'arrive au salon, on appelle ça le salon pour ceux qui sont des pratiquants sur Air France. J'arrive, ils avaient mis sur mon billet d'avion, il y avait marqué ticket avec 2 K. Donc j'arrive au truc, je dis bonjour, c'est pour avoir ma place dans le salon. Ah non, ça va pas être possible. Pourquoi ? Ben c'est pas vous. C'est monsieur Ticket avec 2 K. Ah ben ils ont dû faire une erreur. C'est un seul cas. Et là, il voit ma carte et dit ah oui, c'est vrai, c'est vous. Mais je me disais, mais du coup, pourquoi, en fait, c'est vraiment pourquoi tu crées un problème là où ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu vas me rajouter un cas qui va faire que dans l'avion, j'aurai pas la bonne place et que j'aurai pas accès à mon salon parce que tu t'es trompé dans mon nom. En vrai, fais plus simple. Hein. Tape sur Google, tu vois, c'est écrit, c'est pas compliqué, quoi. Donc voilà. Mais bon, non, écoute, le nom pour moi, c'est ce qui te définit et c'est ton identité, c'est ta valeur et puis c'est toi qui l'as construit, c'est toi qui l'as fait à travers tes actions. C'est aussi pour moi ta responsabilité. Alors je fais pas partie de ceux qui disent que c'est toujours la faute des autres, que c'est toujours compliqué. Oui, c'est toujours compliqué dans tous les cas. Mais il faut se battre pour y arriver. Et donc après, voilà. Et chacun écrit sa propre histoire. Hein. Et en réalité, le plus important, c'est souvent, moi je dis aux gens, le plus important, c'est pas faire comme moi. Le plus important, c'est être heureux. Chacun a sa propre route. Il y a certains qui disent, moi, mon rêve, c'est d'avoir des enfants. Et bah, si tu fais tes enfants, t'es heureux, t'es heureux. Hein. Y a pas, en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas une définition du bonheur. Il n'y a pas une définition d'être heureux. Chacun dans son fort intérieur a ce qui lui donne envie de vibrer et ce qui peut lui donner la capacité d'être heureux. Et moi, il se trouve que c'est cette vie-là. Donc, voilà. Mais chacun doit être heureux dans son être. Et je trouve qu'il faut avoir une cohérence entre la personne que tu es, celle de tes valeurs et celle à laquelle tu vas aspirer. Et quand tu es vraiment toi-même, et que tout est aligné entre toi, toi et toi, c'est en parfait. réalité, t'es heureux. On a évoqué ton parcours, tu l'as cité, tu l'as narré même pendant, et c'était très passionnant à entendre. Pour les gens en général qui ont un parcours, on dit qu'ils ont réussi à se faire un nom. Alors moi, je la trouve très curieuse, cette expression, se faire un nom. Donc acquérir une certaine notoriété, être connu. Alors pourquoi on rapporte cette expression-là au nom ? Alors, moi, je suis pas fan de cette expression. Je vais te dire une vérité, d'ailleurs, je la trouve méprisante. Okay. Pourquoi je te dis ça ? Parce que je considère que, en vrai, voilà, moi, mon père a toujours eu cette belle phrase qui est de dire tu nais tout seul et tu meurs tout seul. Et en fait, quand tu meurs, que tu sois un grand nom, tu finis enterré comme celui qui avait un petit nom. Dans le même, vous êtes, au final, bon, tu auras peut-être un plus grand cercueil, mais tu finis dans le même cercueil avec la même terre et tout ce qui se trouve en dessous de la terre. Donc au final, non mais c'est vrai, c'est pour dire que moi, j'aime pas ça parce que ça considère comme s'il n'y avait pas une égalité. Et moi, j'ai toujours défendu, comme tu l'as entendu, l'égalité des chances. Donc moi, je considère qu'au départ, les noms de chacun ont de la valeur. Que tu sois un nom d'une personne qui fait, voilà, peu importe, un métier normal, et que tu sois un nom de quelqu'un qui a réussi, voilà, c'est bien. Mais au final, on est tous égalité, on est tous à la même enseigne, et on a tous ces mêmes noms. Maintenant, si tu réussis à 10 ans que tu t'es fait... et encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la réussite, c'est le chemin. C'est le parcours. Oui, le parcours. Voilà, dis-moi, écoute, je suis parti, j'étais fils d'éboueur, j'ai fini président de la République. Ah ouais, truc de fou. Tu me dis, je suis fils de président de la République, j'ai fini président de la République. Bah, non, c'est bien. Pas de mérite. Non, mais, en vrai, c'est bien. Mais t'as grandi dans un univers où tu fréquentais des gens... que d'autres, celui qui était éboueur, il devait élever les enfants, les habiller, travailler avec la bougie, coupure. C'est pas le même système. Il a plus de mérite. Et je dirais, non, mais moi, je trouve que ce qui est bien, c'est réussir à faire une carrière professionnelle et que tu sois reconnu. Maintenant, est-ce que ça sous-entend en plus qu'on est dans une société dans laquelle il y a des passe-droits que parce que tu as un nom... Ce qui est le cas. Ouais, mais... Voilà, moi, j'aimerais qu'on te reconnaisse plutôt sur ce que tu as fait. Sur ta valeur. Sur ta valeur. Pour moi, c'est... Désolé, je fais un parallèle, mais c'est comme une discrimination sur le nom. Voilà, on dirait, ah, mais toi, tu t'appelles un tel, donc... voilà. D'ailleurs, alors, sans faire de politique, mais moi, j'étais contre, justement, le CV anonyme. Ouais. Voilà, parce que les gens disaient,
oulala, il faut cacher ton nom pour que tu puisses être embauché. Et moi, je disais à chaque fois, c'est très bien, parce que du coup, je prends ce papier, il n'y a pas de nom, mais n'empêche que le jour où tu arrives en entretien, je vais quand même te demander comment tu t'appelles. Et surtout, donc, au final, je vais te voir. Oui, donc au final, moi j'appelle ça décaler un problème, mais ça veut dire que malheureusement, les amis, hein, quand tu décales un problème, ça veut quand même dire qu'il faut que tu te traites toujours. Donc voilà, donc plus d'égalité. On comprend que c'était une proposition de gauche, c'est peut-être pour ça aussi que... Non, alors tu sais quoi, je vais même te dire un truc, ça va peut-être étonner tous ceux qui vont nous écouter. Moi qui suis vu comme un homme de droite, puisque je me suis engagé à droite avec Nicolas Sarkozy, je dirais que pour moi aujourd'hui, il faut qu'on arrive à sortir de ce clivage entre la gauche et la droite. Parce que je sais que je vais me faire pas beaucoup d'amis chez moi d'ailleurs, notamment qui vont me dire ça. Non, mais parce qu'en fait pour moi, ce qui manque en France aujourd'hui, c'est un vrai sentiment de patriotisme. Aux États-Unis, peu importe la couleur de la peau, t'es américain. Ici, on va dire que t'es français de souche, issu d'immigration, français d'origine. Et ça part de là, en fait. Parce qu'on va dire, oui, mais tu te rends compte, quand tu parles d'éducation, t'es de gauche. Ah ouais. Là, il aime l'éducation, l'école, il est de gauche. Quand il parle de la sécurité, t'es de droite. Le régalien. Forcément, t'es un mec de droite. Mais en réalité, pour avoir côtoyé et pour en côtoyer beaucoup, d'ailleurs beaucoup de Français, mais aussi beaucoup de gens issus de la politique et beaucoup de gens qui sont engagés en politique et beaucoup de gens qui votent aux élections, la réalité, c'est que n'importe quel parent, il veut que son enfant aille dans les meilleures écoles. Il veut que l'école soit un vecteur de l'égalité des chances. Il veut que l'école soit un vecteur de l'ascenseur social. N'importe quel parent, il veut que sa fille, quand elle est 16 ans ou quand elle est 25 ans, si elle se balade en mini-jupe dans la rue, elle ne craigne pas qu'il y ait des gars bizarres ou qu'il y ait des gars qui soient dangereux. Donc la sécurité, c'est pas une affaire de droite, c'est une affaire qui rassemble tout le monde. L'éducation, c'est pas une affaire de gauche, c'est une affaire qui rassemble tout le monde. Demain, tu parles, parce qu'il y a quelques jours, j'ai rencontré la ministre de la Biodiversité, qui est une amie d'ailleurs, puisqu'on a commencé ensemble ton engagement politique, et je lui disais, demain, tu parles de biodiversité, d'énergie renouvelable, de sauver la planète. L'écologie, c'est pas une valeur de gauche. Elle concerne tout le monde. Parce que demain, s'il n'y a plus de planète, on est tous, les uns et les autres, perdants dans cette histoire. Donc moi, je trouve que, en réalité, utopique, mais je fais le rêve, Martin Luther King, d'une société... Comme ça, on les aura tous cités comme ça. Non, mais je fais le rêve d'une société dans laquelle les gens sont vraiment engagés pour l'intérêt collectif que l'intérêt individuel. Pourquoi je te dis ça ? Parce que le gars qui va défendre une thématique de droite, on va dire « Ah, là, il faut la défendre, c'est de droite. Là, tu dois être contre, parce que c'est de gauche. » Et en réalité, si tu prends les thématiques en disant « On est là pour améliorer le quotidien des gens », peu importe en fait que tu sois de gauche ou de droite, à partir du moment où ça va dans le bon sens et que ça peut améliorer le pays. Moi, j'ai toujours dit que même quand j'étais dans l'opposition, j'étais dans une opposition constructive. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui peut améliorer le quotidien des gens, puisque je t'ai bien dit qu'au départ, moi, je suis un homme d'action et qui vient pour œuvrer, et ben ça change les choses. Donc, du coup, je fais le rêve quand même qu'une société dans laquelle on ne juge pas les thématiques de telle ou telle et qu'on se dit, est-ce que cette thématique, elle est bénéfique pour la société ? Moi, ça peut arriver que j'ai des gens de droite qui disent des choses, je dis, mais lui, il a dit une vraie connerie. Vraiment. De toute façon, on a bien vu que et qu'il y a des gens de gauche qui disent des choses, et je dis, bah, c'est pas mal, c'est intelligent ce qu'il dit là. Voilà. Oui, il y a des gens intelligents à gauche aussi. Alors, pour rester un petit peu dans la politique, je sens que ça te passionne, mais je ne vais pas trop te donner la parole là-dessus. C'est un sujet intéressant, on peut le dire. On peut le dire, il n'y a aucun souci. Mais justement, question que je trouve pertinente, oui, parce que mes questions sont pertinentes. Je confirme. Toi qui as côtoyé ce milieu-là, merci. Toi qui côtoies encore ce milieu-là, je sais qu'il y a un traitement particulier aussi du nom. Moi, j'aimerais que tu nous apportes ton regard à toi, du coup, sur le traitement réservé au nom là-dedans. Est-ce que s'appeler par le nom, par exemple, je parle du patronyme évidemment, s'appeler par le nom ou dire monsieur ou madame X, en citant le nom, ça porte une certaine symbolique, c'est une certaine valeur. Toi qui as serré la main à quelques présidents de la République. Écoute, je suis d'accord avec ta question. Et je suis d'accord avec ta prise de position. En réalité, moi, il y avait des trucs qui m'énervaient un peu, mais je suis un peu susceptible quand même. Donc, c'est vrai que... Non, mais c'est vrai, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, on les appelle monsieur Untel. Toi, on va dire, hey, c'est qui ? Et ben moi, je considère que si tu appelles monsieur Mac comme ça, et ben moi, tu t'appelles monsieur Tiki. Parce que ça veut dire que tu nous respectes à la même valeur. Or, si tu es Tiki, pour moi, tu banalises mon nom. Vraiment, j'ai un prénom, même appelle-moi Stéphane. Voilà, je trouve ça plus sympa.
Et ouais, de temps en temps, étant un garçon assez susceptible, quand il faut recadrer des gens, je suis jamais le dernier à recadrer. Donc, ça m'est arrivé que quelqu'un m'appelle Tiki. Je dis, bah, pourquoi moi je t'appelle Mac, bah, donc appelle-moi Stéphane. Et mais non, mais tout le monde t'appelle Tiki. Non, déjà, tu n'es pas tout le monde. Voilà. Après, peut-être que j'ai un cercle personnel de gens qui m'appellent Tiki, mais c'est parce que je l'ai accepté. Toi, appelle-moi comme. Voilà. Donc, c'est pas arrivé que des fois, je suis arrivé quelque part où, voilà, tu dois être intervenant, ton nom n'est pas décrit à la bonne mesure. Voilà. Après, je sais qu'on voilà, on n'est pas là pour parler de ça, mais j'ai été aussi longtemps victime de racisme. Je suis encore victime aujourd'hui, avec mon nom assez caricaturé. Des dessins en singe, dans ton cocotier. Ça m'arrive d'ailleurs assez souvent quand je fais une émission à la télévision, voilà, ou un truc. Retrouve dans ton cocotier, Banania, esclave. Donc ça peut arriver que mon nom, voilà. Mais ça, c'est dur quand même. Parce que du coup, c'est nous, on est des guerriers. Donc, on sait que dans la vie, on va tomber et se relever. Mais c'est quand même beaucoup plus dur pour les proches et les familles. Voilà, qui, eux, voilà, ils n'ont pas été formés à ça, en vrai, eux. Donc, du coup, quand eux, ils ont ça, ils sont un peu touchés. Donc, les parents, la famille, les proches, voilà. Donc, et donc, par ricochet, forcément, on est touché, affecté par la oui, débilité. Oui, parce qu'en fait, tu es touché parce que ça affecte les autres. Toi, tu n'es pas touché parce qu'en vrai, moi, voilà, je me rappelle une fois, enfin, dans les souvenirs, j'avais fait la une d'un journal du Front National avec marqué Tiki Tiki, aïe aïe aïe. Le président des jeunes de l'UMP, Stéphane Tiki. Ok. J'espère que tu as intenté une action en justice. Bon. Mais franchement, en fait, c'était tellement méprisant. Dans le sens, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'en fait, tu as mis. Enfin, tu as même fait l'histoire, puisque tu es le premier à l'être. Donc, tu as mis 17 ans pour faire quelque chose et on te ramène à une blague de CM2, quoi. Tiki tiki, aïe aïe aïe. Mais même pas genre un encart en une du journal. C'est-à-dire, tu passes devant le kiosque de chez toi et là, tu as l'encart et tu te dis, ah ouais. Et tu prends le métro et derrière, les gens ils te reconnaissent. Ils disent, ah ouais, mais toi, c'est pas toi le gars qu'on voit dans le journal. Et là, tu te dis, bon, j'aurais bien voulu qu'on mette en avant le parcours, le profil. Voilà. Mais pas mettre en avant parce qu'il faut faire une passe. Hein. Mettre en avant parce que c'est un profil méritocratique. Et d'ailleurs, je me permets de dire ça parce que je veux pas que des gens se sentent visés, mais je mets pas tout le monde à la même enseigne. Et récemment, j'ai eu un reportage sur mon parcours et mon engagement sur la télévision camerounaise qui a duré 15 minutes où ils ont interrogé mes proches, mes parents, ma famille et ceux qui me côtoient. Donc, c'est des trucs positifs. Mais c'est vrai que ce genre de réflexion sur ton nom et tu te dis parce qu'en fait, c'est du racisme. Si je m'appelais Martin ou Dupont, il n'y aurait pas eu ce genre de problème. On n'aurait pas fait ce genre de blague. Martin, aïe aïe aïe. Tout le monde, même l'édito, il aurait dit ouais, c'est pas drôle. Trouve autre chose. Mais là, tiki tiki, aïe aïe aïe, africain, un peu connotation. Voilà, c'est vexant. Et c'est pareil hein, quand tu dis, quand les gens te disent ça vient d'où. Tu te dis bon, si tu t'appelles Martin, on te demande pas. Voilà. Mais moi, je suis fier de mes origines. À chaque fois, je dis aux gens, ouais, les gars, voilà, je viens du Cameroun. Et un des beaux moments, d'ailleurs, qui aura marqué, j'en parle comme ça parce qu'on est bientôt à la fin de l'année, mais qui aura marqué cette année 2023, sera que j'ai ramené le président du GPF, le président du groupe d'amitié France-Cameroun, la numéro 2 des maires de France et d'autres. Et je les ai fait venir chez moi, à Yaoundé. C'était beau, quand même. Tous ces gens que j'ai connus pendant 17 ans ici, qui sont venus, mais aussi, voilà, j'ai énormément d'amitié pour eux. Dans le pays dans lequel je suis né, ils ont rencontré mes maîtresses à l'école, mes professeurs au lycée, ma famille, mon quartier, là où j'ai grandi. Et ben c'était beau, parce que je trouve que la vie, c'est le partage. Et finalement, moi, dans ma vie d'ici, avec eux, et ben j'ai partagé tous ces moments-là avec eux, puisque vivant avec eux, j'ai rencontré leur famille, leurs proches. J'ai vu là où ils étaient nés, là où ils avaient grandi. Et ben moi, je leur ai dit, les gars, c'est ça la beauté de la vie finalement, c'est que chacun apporte 50-50 pour qu'on puisse ensemble fusionner quelque chose. Et ben le fait qu'ils aient pris l'avion, alors qu'ils n'avaient jamais été en Afrique centrale, et même en Afrique hors le Maroc, et ben c'était une première pour eux, dans mon pays, là où j'ai grandi, et ben c'était beau. Plus de choses comme ça dans le monde. Eh bien, c'est sur cette belle fin, tu dis que c'était beau, tu as apporté ton 50, j'ai apporté mon 50 à moi, on a fait 100%, merci à toi. J'ai pour tradition ici, moi, puisqu'on est à la fin, de laisser mon invité clore face à sa caméra. Mais juste avant, merci à vous d'avoir été présents sur cet épisode de Sur ma route avec Stéphane Tiki. On a appris des tas de choses sur lui, sur son parcours, sur son itinéraire de vie.
mais surtout sur son nom, sur son patronyme, sur son nom de famille. Les histoires joyeuses et les histoires un peu plus risibles. Donc merci à vous d'avoir été présents de la première à la dernière minute. Et je le rappelle, cet épisode est disponible en vidéo, mais il en existe des beaucoup plus courts en 15 minutes sur les plateformes en audio. Stéphane, je te laisse les clés de la boutique. Il me laisse quand même la pression pour que je sois clôturé. Et en plus, moi qui suis bavard, ça va être un exercice assez difficile. Mais je rebondirai juste sur ça. Sur ma route, la vie de chacun est basée sur une route. Et en fait, ne pensez pas que vous avez un itinéraire prédéfini. Chacun a sa route et son destin. Donc, je fais le souhait pour vous tous, en cette fin d'année, d'abord de prendre soin de vous, parce que la santé, c'est important. Profitez beaucoup de ces moments avec vos familles, parce que finalement, c'est ce qui nous tient le lien le plus précieux. Et ce partage et cette transmission qu'on a appelée tout à l'heure ici, la legacy. Et enfin, je vous dirais, j'ai une phrase qui est un peu mon mantra au quotidien, que beaucoup de ceux qui m'ont déjà écouté connaissent. C'est « Je rêve ma vie et je vis mes rêves ». Donc, je vous souhaite à tous, la veille, de rêver ce à quoi vous voulez faire votre vie, en suivant votre route, lien avec Mac, mais surtout ensemble, parce que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Le matin, vous réveillez avec la force, la capacité, la détermination et l'envie de ne rien lâcher pour vivre votre rêve, parce qu'il faut rêver sa vie et vivre son rêve pour pouvoir être sur la route, celle qui t'emmène sur le bonheur, la joie et le plaisir de la vivre avec passion et détermination. Merci à tous. Patronyme, généalogie, étymologie, topopatronyme, histoire. Bref, on a tous un blaze. Alors viens, on parle du tien. Viens, on se blase.